Real Estate Radio TV, the web radio 100% dedicated to real estate. Bienvenue sur Real Estate Radio TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabrice. Fabrice Barraud, pour certains, vous le connaissez à travers les réseaux sociaux. Pour d'autres, vous le découvrez. Et pour les troisièmes, vous allez le découvrir justement ce matin à travers l'exposé de qui il est, ce qu'il fait, à la fois dans le domaine du real estate et à la fois dans le domaine du consulting. Alors, pour nous parler de son entreprise, des services qu'il offre et nous faire un focus sur le marché de Tampa, puisque c'est là où Fabrice est installé, ce matin, il a fait le plaisir de nous rejoindre et de nous exposer tous ces éléments-là. Fabrice, bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien, je vous remercie de m'avoir invité, et vous-même ? Eh bien, écoutez, on va très bien, et quand on est en Floride, comme vous dites souvent, le soleil est là, on a envie de travailler, on a envie d'aller de l'avant, et c'est bien pour ça que nos auditeurs sont heureux de vous écouter, en tout cas d'écouter l'ensemble des personnes qui veulent faire partager un peu cette passion de la Floride, puisqu'avant tout, c'est une passion, et on va voir comment cette passion s'est développée. Alors, pour commencer notre émission, et pour nos auditeurs, je vous propose, Fabrice, de nous présenter votre entreprise, votre fonction et nous raconter aussi comment vous êtes arrivé aux USA pour vivre ce qu'on appelle le rêve américain. Très bien. Bon, écoutez, au risque d'en décevoir, c'est un petit peu cliché, mais comme beaucoup de teenagers, je dirais, en Europe aujourd'hui et même il y a quelques décennies, je nourrissais le rêve américain depuis mon adolescence. Alors ensuite, j'ai découvert la Floride à la fin des années 90 et je suis tombé instantanément amoureux de ce spot-là au point d'y venir plusieurs fois par an. Alors au final, j'ai immigré effectivement en Floride au travers le rachat d'une entreprise et donc l'obtention d'un visa E2. Donc c'était un petit peu là que l'aventure a commencé pour moi dans ce monde-là. C'était il y a environ une décennie. Entre-temps, il y a eu d'autres évolutions à mon parcours, comme une demande de carte verte via le sponsoring de l'emploi, qui finalement n'a pas été menée jusqu'au bout, puisque mon épouse et moi-même, mais c'est mon épouse qui a gagné, après 15 années de participation à la loterie à la carte verte, nous l'avons... Magnifique. Ouais, magnifique, c'était un grand plaisir. Donc, tout ceci, au final, pour avoir donc traversé un petit peu toutes les étapes d'immigration, et au final, avoir voulu me reconcentrer sur une activité qui m'est chère, le commerce, que j'ai fait longtemps ça dans ma vie, à diriger des entreprises. Et du coup, j'étais très attiré par l'immobilier, donc je me suis reconcentré au sens global de l'immobilier. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai une double casquette, celle de l'immobilier résidentiel pour la première, et la deuxième, le business brokerage. On va dire que alors, je me permets de vous couper, Fabrice, pour nos auditeurs. Business brokerage, c'est quoi ? Voilà, parce que voilà. C'est la faculté à effectuer des transactions d'achat ou vente d'entreprises. C'est-à-dire que je représente des acheteurs ou des vendeurs d'entreprises. Et donc, une troisième activité, c'est un petit peu greffé à tout ça, puisque je l'ai identifié comme un besoin, c'est celle du consulting. Voilà. D'accord, donc on a trois activités. On a une activité classique dans le domaine de l'immobilier, l'accompagnement résidentiel. On a une activité qui est aussi classique, mais qui est dans le domaine plutôt commercial, relations d'affaires, achat d'entreprise, revente, restructuration. Et la troisième qui s'est révélée nécessaire, et on va en parler, c'est comment on arrive justement à ces deux premières, c'est-à-dire le conseil, les étapes. Et quelque part, c'est un petit peu comme ça, je suppose, qu'est née l'idée de créer Consulting USA pour essayer d'accompagner encore plus les ressortissants, les investisseurs, pour éviter un petit peu les embûches auxquelles vous avez été confrontés, vous, en tant qu'acteur, et vous nous l'avez raconté un petit peu en préambule. C'est tout à fait ça. Vous avez tout compris. En fait, Consulting USA, c'est la suite logique. Lorsque je suis arrivé aux USA, je me suis rapidement rendu compte que vous faites face à de multiples interlocuteurs pour vous assister dans votre projet, bien entendu. Cependant, aucun n'est là ou n'est capable de vous accompagner sur le projet global, le projet total de vie. Par exemple, l'avocat en immigration va s'occuper justement du pôle immigration, le comptable va faire une analyse financière, l'agent, qui peut être moi ou un autre, va se charger de vous trouver le bon produit et va vous accompagner dans le processus d'acquisition. Mais au final, qui vous aide à votre installation ou à la compréhension du mode de vie américain?
qui vous aide à vous protéger en vous donnant les bons conseils immédiatement ou par rapport à votre investissement? La réponse, elle est simple, c'est personne en fait. Et en même temps, c'est normal parce que tous ces interlocuteurs-là, ce n'est pas leur métier. Donc, Consulting USA, c'était pour moi donc une évidence, une réponse à ce manque d'information afin de maximiser les chances de réussite de chacun. Donc après, je traite différents sujets. Les sujets sont vraiment très variés. Ils peuvent être personnalisés. Enfin, ils sont personnalisés. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fin de compte, si on doit résumer, c'est à la fois ce qu'on dirait en américain un turnkey service, et en même temps, c'est le coordinateur qui va se soucier bien sûr de l'investissement, de s'entourer de professionnels qui accompagnent l'investissement. Vous avez parlé du banquier, vous avez parlé des avocats, on parlera aussi dans la dynamique d'achat du title company, des escrocs. Et pour tous nos ressortissants compatriotes francophones, même hispanophones ou éventuellement canadiens, tout ce parcours qui est un parcours du combattant, vous avez su quelque part le structurer et quelque part aussi vous entourer des compétences complémentaires, que ce soit l'avocat, le notaire, qui n'est pas forcément le notaire aux États-Unis, qui est plutôt le title company, mais qui est quand même important, l'inspection, puisqu'on voit régulièrement, lorsque vous faites des visites de résidence, vous êtes aussi très scrupuleux sur l'inspection de la maison, comment ça fonctionne, ce qu'il en est, et quand vous faites de la rénovation, également, vous citez souvent les petits détails qui sont importants. Est-ce que les fenêtres ont été changées? Est-ce que tel ou tel élément a été posé? Alors, toute cette organisation que vous êtes mis en place, coordonnée, comment tout ça fonctionne? Et si on devait apporter un complément d'information pour un investisseur, et vous me disiez hors antenne que souvent les investisseurs avaient des embûches, allaient dans une impasse, si on devait citer 5 règles de base pour pouvoir commencer à accompagner cette dynamique. Je vous dirais que par rapport à un investissement immobilier traditionnel d'une résidence, qu'elle soit secondaire ou d'un produit locatif, c'est assez simple. Simplement, je n'irai même pas forcément jusqu'à 5 points. Je dirais simplement qu'il faut choisir le bon interlocuteur, un interlocuteur fiable et se reposer sur lui. Peut-être la seule chose à vérifier, c'est que cette personne soit bien titulaire d'une licence. Vous avez son nom. Il y a un site qui existe qui s'appelle le DBPR, je vais le dire bien en français, Département Business et Professional Regulation. Vous vérifiez qu'il est bien licencié. Je m'attarderai peut-être plutôt sur les 5 points sur la partie immigration. Si vous avez un projet d'expatriation, je dirais que le premier point, c'est que c'est un projet familial. Il est, à mon avis, à mon sens, hors de question d'entamer un processus d'expatriation si ça n'est pas un processus qui est partagé par la famille, si dans le couple, ça n'est pas une vraie volonté. Souvent, j'ai vu des personnes qui venaient par amour ou autre motif, mais ça n'est pas une bonne chose, que tôt ou tard, ce sera très dur pour cette personne-là. Donc, projet familial en 1. Règle numéro 1, la famille. Projet familial. D'accord. Règle numéro 2. Je dirais travailler son anglais ou avoir un bon anglais. Alors, vous n'avez pas besoin d'être bilingue, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir un anglais courant. De toute façon, celui-ci progressera, mais vous savez, il y a beaucoup d'échecs. Peu d'agents aiment le dire, mais moi, j'aime bien le dire. Il y a plus d'une personne sur 2 qui échoue dans les 5 ans. Et ce que j'ai pu constater, c'est que c'est une des raisons principales et bien souvent le manque de maîtrise de la langue. Alors, vous ne pouvez pas arriver en étant des pros. En tout cas, certains y arrivent, tant mieux, mais vous progresserez, mais arriver avec un anglais qui est proche du néant total, c'est très dangereux. Donc, l'anglais, c'est le numéro 2. Numéro 3 ? Numéro 3, c'est bien définir son budget. Vous devez définir votre budget vraiment en pensant que... et le 3 et le 4 sont liés. C'est la définition de votre budget qui est très pointue. Vous mettrez le plus possible dans l'entreprise parce que c'est elle qui vous fera vivre demain. Ça doit être votre priorité. Par exemple, l'acquisition d'une résidence pour vivre n'est pas la priorité, sauf si votre budget est large. Ce qui m'amène directement au point numéro 4, qui est de prévoir un matelas de sécurité. Parce que dans le premier mois qui suit votre installation, entre votre installation personnelle et les divers frais que vous aurez sur l'entreprise, premier mois, dernier mois, mois de caution, etc., les ouvertures de compteurs, etc., acheter une voiture, vous allez probablement dépenser autour de 50 000 $ le premier mois. Donc, et après ces 50 000, il faut qu'il vous en reste aussi. Donc ça, c'était le numéro 4, un matelas de sécurité. D'accord, donc et le numéro 5 ? Je dirais garder en tête que ce sera dur, difficile, être préparé.
je dirais pas beaucoup, mais une bonne partie des personnes pensent que la Floride, c'est avant tout les palmiers, le soleil, le golfe, la mer, etc. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, une fois que vous avez fait ce qui est nécessaire et que vous êtes bien implanté, eh bien, vous pourrez profiter de ça et avoir une belle vie. Mais à votre arrivée, vous aurez beaucoup de travail. Ce sera très difficile parce que vous allez prendre en pleine figure une culture qui n'est pas la même, tant du point de vue des clients que des points de vue des employés. Vous allez devoir faire face à de nombreuses situations stressantes et vos 3 premiers mois notamment seront très difficiles. Donc, gardez en tête que ce sera dur et que vous allez devoir vous accrocher et qu'il faudra travailler dur. Voilà. Parfait, donc on a effectivement les 5 règles, la famille, l'anglais, le budget, et puis avoir cette réserve matelas, le parachute de sécurité si jamais il y avait un incident. Maintenant, revenons un petit peu sur le spot sur lequel vous êtes, puisque pour nos auditeurs, c'est important de connaître la Floride. La Floride, souvent, on parle de Miami, on parle de Orlando, mais vous êtes sur un spot qui a le mérite d'être en progression, qui a le mérite d'être en développement, et quelque part qui est peut-être pas assez connu, ou en tout cas reconnu dans la dynamique internationale. Donc on parle du spot de la région de Tampa Bay. Si vous pouvez nous la décrire et nous donner un petit peu votre sentiment, et sur ce spot, comment aujourd'hui il y a une évolution, à la fois dans le domaine résidentiel, à la fois dans le domaine commercial, et quelles sont les opportunités qui pourraient se dessiner dans les mois à venir. Oui, alors je vais essayer d'être synthétique. Effectivement, vous avez raison, lorsque vous parlez à un Français de la Floride, il vous répond systématiquement Miami. Même si les gens commencent à s'ouvrir de plus en plus, je pense que c'est une erreur, c'est un petit peu la même chose qu'un Américain à qui vous dites France, il vous répond Paris. La zone de Tampa Bay, concrètement, la zone de Tampa Bay est la deuxième zone économique de la Floride directement après Miami. Je dirais qu'on peut, selon comment on va compter, on va dire entre le nord de Tampa et le sud de Saint-Pete, qui fait partie de la zone, ou si on va jusqu'à Sarasota, on aura 3 à 4 millions de personnes environ. Donc vous avez quand même un spot d'importance, un spot majeur. Actif, un spot actif. Ah oui, très clairement. Puis comme je vous le disais, je l'ai connu à la fin des années 90. Aujourd'hui, il n'a plus rien à voir, mais il a explosé littéralement. Les raisons, elles sont simples. C'est que par exemple, par rapport à Miami, tout en étant la deuxième zone économique juste après, vous avez de l'immobilier qui est 50% moins cher. Sans parler des assurances, une assurance voiture peut coûter jusqu'au triple. Et donc, il y a aussi ce double avantage qui fait que c'est une zone balnéaire ici. Nous avons les plus belles plages du pays, notamment la fameuse Clearwater Beach, qui est élue systématiquement plage numéro 1, même s'il y a une petite bagarre avec Siesta Key à Sarasota. Donc, on est dans le golfe du Mexique, on a les plus belles plages du pays, l'immobilier est 2 fois moins cher, et donc les loyers sont très élevés, parce que c'est un petit peu la Côte d'Azur, donc ça peut être très intéressant pour les investisseurs. Et d'ailleurs, pour être convaincant, il faut être convaincu. J'ai moi-même installé ma famille ici parce que j'étais convaincu de ça. Donc ça, c'est le premier élément. Après, vous trouverez beaucoup d'articles en ligne qui placeront systématiquement cette zone de Tampa Bay. Et j'insiste sur la zone de Tampa Bay, parce que dans Tampa Bay, il ne faut pas retenir que Tampa, il faut penser que c'est toute son agglomération qui, pour moi, d'ailleurs, est plus intéressante que la ville de Tampa, qui n'est pas très, je dirais, sexy. Oui, effectivement, il y a d'autres communes, il y a d'autres counties, il y a d'autres villes, il y a d'autres opportunités. Et là, effectivement, on part du spot et on décline les différentes villes dont vous avez la maîtrise, puisque vous êtes sur le terrain depuis maintenant une décennie. Et exactement, en fait, mon bureau, par exemple, est à Saint-Pétersbourg. Moi, je vis sur Largo. C'est une zone complète. Et d'ailleurs, ma zone d'action principale est le comté de Pinellas, donc le bord de mer. D'accord. Et Tampa est sur le comté de Hillsborough. Donc, on est tous dans la même zone, on est bien d'accord. Mais en plus, c'est une zone, voilà, il faut bien faire le distinguo. Mais cette zone-là, elle apparaît systématiquement sur des études que vous trouverez en ligne. Lorsque je fais des visioconférences, je partage les articles et vous pouvez facilement les retrouver. Eh bien, apparaît systématiquement dans les 10 voire dans les 5 meilleurs spots du pays pour l'investissement. Donc ça, c'est très clair, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études que vous pouvez... Oui, c'est des faits. C'est des faits qui sont là et qui sont bien sûr partagés par à la fois les outils médiatiques et partagés par les professionnels. Parce qu'en effet, et je suppose que derrière ça, c'est ce qui conduit aussi que dernièrement, vous avez accompagné un couple de Français qui a acquis je crois c'est une pizzeria. C'est voilà, ça. Et cette dynamique, effectivement, ils sont venus sur Tampa Bay et sur la zone parce qu'ils ont certainement été chercher l'information, ils ont comparé ce qu'il en était, vous les avez aussi bien sûr conseillés. Et dans ce conseil, en quelques mots, comment ça se passe un closing quand on a passé toutes les étapes, on a le visa E2,
Ça se prépare avant, pendant, après? En quelques mots, Fabrice. Ok, je vais essayer d'être vraiment concis. Je voulais juste vous dire, ajouter sur le dernier point, que vous avez 150 nouveaux arrivants par jour sur cette zone. 150 nouveaux arrivants par jour sur la zone, ce qui est colossal, ce qui veut dire que si vous faites du locatif, vous aurez forcément, ces gens-là, il faut les loger. Et si vous avez une entreprise ou vous lancez une entreprise, eh bien, ce sont vos futurs clients. Donc, je vois très bien de qui vous parlez par rapport à ces personnes-là, que je salue si elles nous écoutent. Eh bien, oui, effectivement, lorsqu'on a un projet d'expatriation et d'obtention de visa E2, c'est quelque chose que l'on travaille des mois à l'avance. Ces personnes-là, par exemple, c'était sur la fin de l'année dernière. Tout d'abord parce que si j'essaie d'être très synthétique, la personne va me contacter, on fait une visioconférence, je fais une évaluation diagnostique, tout ça est gratuit, bien entendu. Je leur donne mon point de vue et éventuellement quelques conseils s'ils en ont besoin pour les orienter. Une fois que tout est défini, le budget, le timing, etc., je me mets en recherche. Après un certain temps, ils vont me communiquer une date de venue, parce que autant sur de l'immobilier résidentiel, la venue des personnes n'est pas indispensable, autant là, dans le cadre du rachat d'une entreprise, vous devez voir ce que vous rachetez parce que vous allez travailler dedans. Donc, à partir du moment où ils peuvent venir, eh bien, ils me signent des documents, mais ce sont des détails de confidentialité, afin de pouvoir faire le tour de la zone et des produits que j'aurais sélectionnés pour eux dans leur budget. Lorsqu'un produit sortira du lot, on fera une visite officielle avec le vendeur. Ensuite, bien entendu, si c'est confirmé, une phase de négociation avec un contrat, une période de rétractation pendant laquelle on demandera des justificatifs financiers, etc., pour s'assurer de la bonne santé de l'entreprise. Oui, ce qu'on appelle vulgairement la due diligence sur l'ensemble de l'entreprise. Exactement. En général, elle fait un mois, mais elle peut être repoussée si nécessaire. Et pendant ce temps, se constitue, une fois qu'on est sous contrat, que la due diligence est passée, eh bien, en parallèle, l'avocat en immigration va travailler sur le dossier, commencer à le monter, et on va commencer à avancer. En temps normal, hors période de crise, je dirais qu'on avait un délai moyen de 3-4 mois pour tout le processus, avant de pouvoir présenter ce dossier à l'immigration américaine, à l'ambassade du pays concerné, par exemple Paris pour les Français. C'est un entretien assez simple. Et une fois que les personnes l'obtiennent, ils reprennent l'avion et ce n'est que là, qu'à ce moment-là, au moment où vous revenez aux États-Unis, que vous signez l'acquisition de cette société. Puisque dans le contrat, il y a des clauses suspensives que j'ajoute, comme bien entendu l'obtention du visa E2, l'obtention du bail de la part du propriétaire des murs. Parce que bien souvent, il s'agit uniquement de rachat de fonds de commerce. Bien sûr. Donc effectivement, on a compris à travers ça à la fois la zone Tampa Bay et les opportunités, ce que vous faites et comment vous coordonnez tous ces éléments. Vous avez rappelé en préambule les 5 règles de base et qu'on retrouve dans ce que vous venez de décrire sur un cas concret d'acquisition d'une entreprise, un restaurant lié à une pizzeria. Ben, tout ça permet effectivement à nos auditeurs et téléspectateurs d'être en confiance sur comment commencer à écrire cette histoire américaine, mais surtout, et vous l'avez dit, je rebondirai sur 2 éléments. 1, vérifier avec qui vous traitez. 2, vérifier que cette personne est bien accréditée, ou en tout cas ce qu'on appelle ici aux États-Unis licenciée. Et puis surtout, faites appel à des personnes qui vivent sur place et qui ont aussi de l'expérience. Et en tout cas, je crois très intéressant d'avoir mené cet entretien, Fabrice. Et je tiens en tout cas à vous remercier d'avoir pris ce temps pour expliquer à nos compatriotes. Et j'invite l'ensemble de nos compatriotes francophones, de nos amis canadiens, de nos amis américains, de retrouver bien sûr l'ensemble des informations sur notre application qui est téléchargeable sur les smartphones, qui est gratuite. Et en même temps, vous retrouverez à votre guise et à votre heure l'ensemble de cette interview. Et plaisir, Fabrice, de renouveler cette opération, peut-être même d'interviewer certains de vos clients qui pourraient avoir envie de venir parler un peu de cette expérience là-dessus, parce que on n'a pas eu le temps de développer des sujets, mais je sais que vous êtes très attentif aussi sur tout ce qui est la gestion résidentielle, la gestion locative, tous ces éléments-là qui sont importants. Donc je pense qu'on aura l'occasion de refaire une émission aussi chaleureuse. Mais écoutez, chers auditeurs, remercions ensemble Fabrice. Fabrice Barraud, je vous rappelle, est disponible à votre écoute et on mettra l'ensemble des liens pour que vous puissiez le contacter en direct. Merci Fabrice et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Real Estate Radio TV, the web radio 100% dedicated to real estate.